Bonsoir à toutes et à tous. Un auditeur nous a laissé hier un commentaire précieux. Et il ne nous a pas laissé de marbre. Il s'appelle Baba Zaina, que nous saluons chaleureusement. Il ne nous demande pas de le rassurer. Il nous demande où va cette nation et ce que deviendront ceux qui vivent, selon ses mots, dans l'œil du cyclone. Nous n'allons pas lui répondre directement. Personne ici n'a le pouvoir de dire à un peuple ce que sera demain. Ce que nous pouvons faire et ce que nous allons faire ce soir, c'est dresser une table devant lui et devant vous, y poser ce qui est établi, ce qui est daté, ce qui est signé, et vous laisser décider. C'est vous qui déciderez, pas nous. Merci à vous tous qui nous suivez ce soir, et particulièrement à nos auditeurs de la diaspora. Vous êtes ceux qui écrivent, qui corrigent, qui exigent une source. Ce commentaire est venu de lui, et l'édition de ce soir est signée par Baba Zaina. 2 registres, donc. D'abord le dehors, parce que beaucoup attendent quelque chose du dehors, et qu'il faut savoir ce que le dehors sait de nous, et depuis quand. Ensuite, le dedans, parce que c'est là que se joue ce que nous pouvons encore décider nous-mêmes. Nous verrons ensuite qui a réellement écrit notre Constitution dans un témoignage que vous n'avez encore entendu nulle part. Puis un différend sur ce qui compte comme preuve dans ce pays. Et nous ferons cette édition à New York. Solange, commençons par le dehors. Depuis quand sait-on ? Bonsoir à toutes et à tous. Depuis 25 ans, le 13 février 2001, dans le quotidien belge Le Soir, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Aldo Agello, qualifie d'un seul mot l'argument sécuritaire avancé par Kigali pour justifier sa présence au Congo. Il parle de bluff et il ajoute que ce qui intéresse réellement Kigali, c'est d'exploiter les ressources du Congo et de s'étendre territorialement. Et nous sommes ici en 2001. 12 ans plus tard, en 2013, Jean-Marc Rochereau de la Sablière, ancien ambassadeur de France auprès des Nations Unies, publie ses mémoires chez Robert Laffont. À la page 110, il écrit que les membres du Conseil de sécurité n'étaient pas dupes du pillage rwandais, ni des manœuvres visant à contrôler une partie du Kivu par supplétifs interposés. Cette phrase ne vient pas d'un militant, ni d'un opposant, ni d'un journal congolais. Elle vient d'un homme qui a siégé dans la salle. Le Conseil de sécurité n'était pas dupe et il le savait. Alors la question que pose notre auditeur change de forme. Il ne s'agit pas de savoir si le monde ignore ce qui se passe chez nous. Le monde le sait et il l'écrit depuis un quart de siècle. Et voyons ce qu'il en fait de plus factuel et les plus récents. En février 2025, le Conseil de sécurité adopte la résolution 2773, sous-chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Chapitre 7, cela veut dire juridiquement contraignant pour tous les États membres. Ce texte ordonne le retrait immédiat et sans condition des forces de défense rwandaises du territoire congolais, la cessation des hostilités, le démantèlement des administrations illégitimes du M23 et le respect absolu de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le jeudi 23 juillet dernier, 17 mois après, le représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies, Jay Darmadikari, se présente devant ce même conseil, réuni sur le règlement pacifique mais différent, et redemande la même chose. Il déclare que les parties doivent respecter la résolution 2773, le Rwanda en retirant sans délai et sans condition ses forces, et en cessant tout soutien au M23, la RDC en concrétisant la neutralisation des FDLR. Une résolution contraignante que l'on redemande 17 mois plus tard n'est pas une résolution appliquée. C'est une résolution répétée et qui semble n'avoir aucun pouvoir. Et pourquoi ? Parce que l'agresseur est indirectement protégé. Et pendant qu'on la répète, voici ce qui se passe sur le terrain de l'argent. Le 13 février 2025, à Strasbourg, le Parlement européen votait par 443 voix pour, 4 contre et 48 abstentions la suspension immédiate du mémorandum d'entente signé 1 an plus tôt entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières critiques. Les députés parlaient de minerais tachés de sang. Ce mémorandum, signé le 19 février 2024, décrit le Rwanda
comme un acteur majeur de l'extraction mondiale de tantale. Beaucoup de choses ont bougé après ce vote. La Belgique a suspendu sa coopération bilatérale. Le Royaume-Uni son aide directe. L'Allemagne fut le premier État membre à couper la sienne. La haute représentante Kaja Kallas a suspendu les consultations de défense avec Kigali. Les États-Unis ont sanctionné James Kabarebe, puis la Rwanda Defense Force elle-même le 2 mars 2026, puis des commandants du M23 et des FDLR le 2 juin. Le mémorandum sur les minerais, lui, n'a pas bougé. La Commission européenne a jugé une suspension immédiate contre-productive et l'a qualifié d'élément essentiel de la transition verte. 17 mois plus tard, il n'est toujours pas suspendu. Interrogé sur ce point à l'Assemblée nationale, le gouvernement français a répondu par écrit qu'il était favorable à une suspension rapide, puis a expliqué que la France seule ne pouvait juridiquement ni en prendre l'initiative, ni la décider à titre national, cette compétence appartenant à la Commission et au Conseil statuant à l'unanimité. Et hier, samedi 25 juillet, l'Union européenne a publié un message invitant les acteurs politiques congolais à privilégier le dialogue, la médiation et un processus inclusif, en rappelant que le respect de l'état de droit demeure essentiel à la stabilité du pays. Voilà donc la semaine. On nous demande d'appliquer, on nous conseille de dialoguer, et l'on n'applique pas son propre vote. Reste à savoir où va la matière, et c'est là que le mot souveraineté cesse d'être un discours. Le site de Roubaïa, dans le Massissi, contrôle selon les estimations disponibles entre 15 et 30% du coltan mondial. Il est aujourd'hui sous administration du M23. Mais ne vous y trompez pas, celui qui le contrôle, c'est le Rwanda. Cette administration ne vit pas de dons, elle vit de l'extraction directe du sol congolais, ce qui rend dérisoire l'arsenal des gels d'avoirs et des interdictions de voyager décidées à New York. Notre rédaction verse au dossier un cas qui vaut démonstration. Le général Sultani Makenga est sous sanction des Nations Unies depuis 2012. En 14 ans, il a franchi des frontières. Il a vécu à Kampala sous la protection ouverte de l'armée ougandaise. Et son adresse figurait dans les fiches officielles des Nations Unies. 14 ans, une adresse connue, aucune interpellation. Le professeur Bob Kabamba, hier soir, ajoutait une pièce à ce tableau et elle dérange les deux camps. Il rappelle que le M23 est venu de l'Ouganda, que c'est la logistique de l'armée ougandaise qui lui a permis de prendre Bunagana, et que le Rwanda est entré ensuite en permettant aux anciens combattants réfugiés chez lui de rejoindre le mouvement. Il dit sans détour que le Rwanda est chez nous et qu'il soutient le M23. Il dit aussi que l'Ouganda y est. Il conteste en revanche le chiffre de 7 à 10 000 soldats rwandais avancé dans le dernier rapport des experts onusiens, faisant valoir que 10 000 hommes représentent plus de 10 bataillons et supposent une machine logistique considérable, alors qu'au Mozambique, 2 000 hommes déployés en mobilisent 4 000 en soutien. Et il donne des chiffres. Environ 900 millions de dollars par an tirés par le Rwanda de l'exploitation de l'or. L'Ouganda, premier exportateur d'or du continent sans posséder de mines d'or, avec des productions de café et de cacao qui ont doublé. Puis il descend au Katanga et là il cite les données de la Banque nationale de Tanzanie, qu'il dit avoir consultées sur place. Entre 8 et 14 milliards de dollars de minerais par an quittent le Katanga par le port de Dar es Salaam. Ces montants n'ont pas été recoupés par notre rédaction et nous les livrons tels qu'ils les avancent. Mais l'ordre de grandeur pose une question que personne ne pose. Il n'y a pas de guerre au Katanga, un dernier fait, et il n'a rien à voir avec les armes. Le Congo abrite le second poumon écologique de la planète. Depuis l'époque coloniale et jusqu'à aujourd'hui, il a très peu exploité sa forêt. Le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et le Congo-Brazzaville ont exploité la leur. Ce sont eux qui captent aujourd'hui les financements internationaux destinés à régénérer ce qui a été coupé. Nous, qui n'avons pas coupé, ne recevons rien pour ne pas couper. Il faut terminer par le seul acte de cette séquence qui n'attend personne, et il est congolais. Le 26 juin dernier, la République démocratique du Congo
a déposé une requête devant la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Elle s'appuie sur 4 textes internationaux. La Convention sur le génocide, celle sur la torture, celle sur la discrimination raciale et celle sur les discriminations envers les femmes. Les faits visés courent de 1996 à nos jours. Et le 23 juillet, devant le Conseil de sécurité, la France a précisément plaidé pour que le règlement juridictionnel occupe une place essentielle, saluant au passage les 80 ans de cette Cour. Cette requête ne dépend d'aucun vote, d'aucune unanimité, d'aucun mémorandum. Elle a été déposée par nous. Voilà ce que le dehors sait, ce qu'il vote et ce qu'il finance. Il ne nous manque aucune information. Il nous manque une conséquence. Merci Solange de ce rappel qui nous ouvre les yeux. Je rappelle ici que dans nos différentes éditions, nous avons déjà condamné et mis en lumière ces activités qui mettent en mal notre nation. Mais il serait commode de s'arrêter là et de rentrer chez nous en accusant le dehors. Ce serait la moitié facile du travail. Et notre auditeur ne nous a pas écrit pour entendre la moitié facile. Parce que la vraie difficulté n'est pas que les grands de ce monde décident de notre sort. C'est que nous soyons dans un état qui leur permette de le décider. Cela ne se joue à Bruxelles ni à New York. Micheline, dis-nous ce que nous savons de nous-mêmes. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons par un chiffre, un seul, et il explique plus de choses que tous les communiqués de la semaine. Le professeur Bob Kabamba, hier soir, avançait les montants qu'il dit tenir des groupes chargés du recrutement des mercenaires étrangers déployés en République démocratique du Congo. Entre 8 000 et 10 000 dollars par mois pour un mercenaire. Et pour un militaire congolais, entre 70 et 150 dollars par mois. Prenez le temps de poser ces deux nombres l'un à côté de l'autre. Le même terrain, la même guerre, le même risque de mourir, et un rapport de 1 à 100. L'explication avancée est la suivante. On achète du matériel, on achète des drones en Chine, et l'on constate ensuite que le personnel formé pour les employer n'est pas là. Alors, on fait venir des hommes qui savent s'en servir, et on les paie au prix du marché mondial, pendant que le soldat de Rutshuru, lui, est payé au prix congolais. Notre rédaction l'entend depuis des mois de la bouche de militaires, et nous le posons ici comme un fait établi par cette rédaction. Ce qui manque sur les lignes n'est pas le courage. Quand on annonce un repli, la troupe entend souvent autre chose. Une armée ne se défait pas d'abord par manque d'armes. Elle se défait quand celui qui monte au feu comprend combien vaut sa vie dans les comptes de ceux qui l'y envoient. Il faut ajouter ce qui se juge en ce moment même. Depuis le 4 juin, la Haute Cour militaire examine à Kinshasa, en audience retransmise à la télévision publique, le dossier opposant le ministère public à 10 prévenus, dont le général d'armée Christian Chiwewe Songeza, ancien chef d'état-major général, détenu depuis juillet 2025, et le général d'armée John Numbi, ancien inspecteur général, jugé par défaut. Le 10e prévenu est civil. C'est l'ancien directeur général de l'organisme qui certifie nos minerais précieux. Rien n'est jugé. 2 prévenus ne sont pas dans la salle, et les plaidoiries reprennent le 30 juillet. Mais le soldat qui a vu cette audience à la télévision n'attend pas le verdict pour savoir de quoi l'on accuse ceux qui étaient au-dessus de lui. Le professeur Kadamba pousse plus loin, et nous rapportons son analyse en la lui attribuant intégralement. Selon lui, la guerre est devenue un commerce. Il décrit un mécanisme simple. On commande des armes et des munitions. On facture 4 là où il fallait facturer 1, et l'on se partage la différence. Il en tire une conséquence brutale. Dans cette logique, il n'existe aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête, puisqu'elle justifie tout le reste. L'absence d'élections, les salaires impayés et les contributions réclamées aux entreprises minières. Nous n'avons pas les moyens de vérifier cette description. Nous vous la donnons parce qu'elle est portée publiquement, sous son nom, par un homme qui enseigne la science politique à l'Université de Liège. À vous d'en juger. Mais connaissant notre nation et la corruption qui est dans l'ADN de nos hommes politiques et certains hauts gradés de nos différentes institutions militaires, il est fort plausible que ces allégations ne soient pas du mensonge. Descendons maintenant de la guerre vers l'ordinaire, parce que c'est là que notre auditeur vit. Nous sommes en épidémie d'Ebola,
dans des zones classées prioritaires au niveau mondial. Et le personnel médical envoyé à la riposte doit se mettre en grève pour être payé. À Kinshasa, les déchets, l'eau, l'électricité, la circulation et l'évacuation des pluies sont ce que chacun d'entre vous constate en sortant de chez lui. Dans les provinces, les députés provinciaux ne sont pas payés depuis des mois et des gouverneurs recourent à des circuits parallèles pour faire tourner la machine. Et voici ce qui s'est passé vendredi dernier, 24 juillet. Le chef de l'État se trouvait à Libreville dans le cadre d'une visite privée, à l'invitation de son homologue gabonais. Ils ont parcouru ensemble la baie des Rois, la tour de Libreville, la cité M'Ode et le musée Omar Bongo Ondimba. À la sortie, le président a déclaré que les impressions étaient excellentes, que c'était cela qu'il fallait pour que l'Afrique se transforme, que c'était un devoir pour cette génération de poser les bases du développement et qu'il fallait, je cite la formule telle qu'elle figure au communiqué de la présidence gabonaise, le démontrer par des réalisations concrètes et non seulement par des théories. Nous posons cette phrase à côté de 3 autres faits de la même semaine. L'ordonnance qui doit convoquer le dialogue national, annoncée le 17 juillet pour les jours qui viennent, n'était toujours pas signée hier. La session extraordinaire du Sénat s'est close hier, samedi 25 juillet, et le sénateur Alexis Mondongué en a livré le bilan chiffré. Sur 25 matières programmées, 18 ont été traitées, et les 7 restantes sont renvoyées à la session ordinaire de septembre, celle qui est traditionnellement consacrée au budget. Et l'Institut Ebouteli relevait en avril que 3 rapports annuels de la Commission électorale étaient inscrits au calendrier de la session, en posant la question de savoir s'ils seraient examinés en plénière. Aucune communication publique n'indique qu'il l'ait été. Un dernier trait, et il dit tout de la manière dont on répond de ce que l'on a dit dans ce pays. Lambert Mende, qui fut pendant près de 2 décennies la voix officielle du gouvernement, a déclaré cette semaine avoir été manipulé par l'ancien président sur la question rwandaise, expliquant qu'il relayait la position officielle sur la base des informations que lui transmettaient les plus hautes autorités. Le coordonnateur du PPRD pour l'Europe, Narni Amizi, lui a répondu qu'il n'était ni un figurant ni un technicien de la communication, que les responsabilités ne sont pas sélectives et que changer d'opinion est un droit quand réécrire son propre passé en est un autre. 20 ans de parole publique et personne pour en répondre. Voilà ce qui use une nation plus sûrement qu'une armée étrangère. Une classe dirigeante où le fait d'avoir eu tort n'entraîne rien, jamais, pour personne. Une maison ne tombe pas parce que le vent souffle du dehors. Elle tombe parce que le bois du toit a été vendu par ceux qui étaient chargés de le garder. Merci, Micheline. Dehors, une résolution contraignante qu'il faut redemander 17 mois après. Dedans, 18 matières sur 25 et une signature qui attend. Ce n'est pas la même défaillance, mais c'est le même mot qui manque des 2 côtés. Il y a pourtant un texte dans ce pays dont on nous répète qu'il serait le problème. On nous dit qu'il a été écrit à l'étranger. Solange, nous avons entendu hier soir l'homme qui a coordonné sa rédaction. Et ce qu'il raconte n'a, à notre connaissance, jamais été porté à l'antenne dans ce pays. Le professeur Bob Kabamba enseigne à l'Université de Liège. C'est précisément cette université que l'on désigne à Kinshasa quand on affirme que la Constitution du 18 février 2006 aurait été rédigée à l'étranger. Interrogé hier soir, il a livré le récit complet. Le Sénat de la transition est venu en Belgique chercher une expertise. Plusieurs universités ont été contactées. Liège a répondu par son intermédiaire. Et voici ce qu'il dit avoir fait ensuite. Il n'a pas pris de constitutionnalistes belges. Il est allé chercher les constitutionnalistes congolais et il cite les noms. Évariste Bochab, Feu Kabouya Lumuna. Aucun Sejoin, le professeur Mbodj, enseignant à Dakar, qui avait travaillé avec Moustapha Niasse sur le texte de la transition. Il dit avoir passé 4 mois à Kinshasa avec cette équipe, travaillant jusque tard dans la nuit et 48 heures de relecture complète avant la remise. Il dit avoir coordonné l'équipe, remis le texte au Sénat, participé aux travaux de la commission du Sénat pour répondre aux sénateurs disposition par disposition, puis à la commission politique et juridique de l'Assemblée nationale,
où le texte fut adopté sous la présidence de Kamitatu, avant le référendum de décembre 2005 et la promulgation de février 2006. Il ajoute un détail qui devrait clore le débat sur l'origine du texte. Le grand affrontement de cette rédaction ne fut pas belgo-congolais, il fut congolo-congolais. Bochab, champion de l'unitarisme, contre Kabuya Lumuna, champion du fédéralisme, c'est-à-dire exactement la querelle qui oppose Lumumba à Kasavubu depuis l'indépendance. Et la forme hybride que nous connaissons, cet État fortement décentralisé qui n'est ni l'un ni l'autre, est le compromis auquel ces deux Congolais sont parvenus. Reste l'anecdote, et elle renverse complètement le récit qu'on nous sert aujourd'hui. Lorsque le texte fut présenté au Comité international d'accompagnement de la transition, ce comité de 15 ambassadeurs qui surveillait la période, des ambassades ont insisté, selon lui, pour qu'y soit inscrite la liberté du mariage homosexuel. Ce sont les rédacteurs congolais qui ont refusé et qui ont écrit la formule que vous connaissez, 2 personnes de sexe opposé. Et il dit avoir été traité pour cela de trop congolais par le comité technique de ce même comité international. Retenez-le, parce que c'est l'inverse exact de ce qu'on nous raconte. Sur ce point au moins, ce sont les étrangers qui ont poussé et les Congolais qui ont tenu. Venons-en alors aux arguments avancés aujourd'hui pour changer ce texte. On nous parle de l'article 10 et de la nationalité, en expliquant qu'il faudrait permettre aux binationaux de porter le maillot des léopards. Notre rédaction le dit sans détour, c'est un cheval de Troie et il est grossier. Ce qui se joue dans la nationalité congolaise, ce n'est pas une sélection de football. C'est la propriété de la terre et le commandement de l'armée, c'est-à-dire 2 piliers de souveraineté que l'article 220 place hors d'atteinte d'une révision. Et voici ce que dit sur ce point précis l'homme qui a coordonné la rédaction. La question de la nationalité peut être traitée sans changer de constitution. Il suffit d'une révision de l'article concerné. C'est permis, dit-il, et cela se fait. Il ajoute que cela ne semble pas être une priorité. Autrement dit, ce que l'on présente comme la raison de tout refaire peut se régler par une modification ponctuelle que personne ne demande. Il en va de même pour une disposition dont plus personne ne parle et qui concerne directement l'argent de vos provinces. La Constitution prévoit une retenue à la source de 40% au profit des entités décentralisées. Le professeur Kabamba explique pourquoi elle avait été inscrite. Pour que le citoyen n'ait pas à monter jusqu'à Kinshasa afin de demander des comptes et puisse s'adresser à l'autorité qui est près de chez lui. Il reconnaît que sa mise en œuvre a été compliquée. 20 ans plus tard, aucune formation politique, ni au pouvoir ni dans l'opposition, n'en a fait un combat. Depuis 2 ans, la classe politique congolaise se bat sur les articles de la Constitution qui touchent à l'accès au pouvoir. Elle ne s'est jamais battue sur ceux qui touchent à l'argent et aux différents services pour nos citoyens. Sur la suite, le professeur Kabamba avance une lecture que nous rapportons comme la sienne et qui appelle une mise en regard. Il affirme qu'il reste 17 mois avant la fin du mandat présidentiel et qu'il est techniquement et financièrement impossible d'organiser des élections en décembre 2028. Le décompte est à faire par chacun. La feuille de route publiée par la Commission électorale le 4 avril 2025 fixe les scrutins combinés au 16 décembre 2028 et la prestation de serment en janvier 2029. Ces arguments, en revanche, sont vérifiables et sérieux. Il n'existe pas de fichier électoral à jour. L'enrôlement de nouveaux électeurs n'a pas commencé partout. Et il rappelle qu'une bonne partie du matériel de vote, acquis pour un montant qu'il évalue à 1,5 milliard de dollars, a disparu ou n'a jamais été retrouvé, ce qui figure selon lui dans plusieurs rapports. Sa conclusion est qu'il y aura glissement et que le dialogue est le processus destiné à l'encadrer. Le gouvernement, la présidence de l'Assemblée nationale et le Sénat soutiennent au contraire que ce dialogue vise la cohésion nationale face à l'agression. Et le président de l'Assemblée, Aimé Boji Sangara, appelait vendredi les députés à l'accompagner en rappelant que l'unité nationale est notre première ligne de défense. Ces 2 lectures sont devant vous. Notre rédaction ajoute une observation qui ne demande aucune interprétation. Sur la révision constitutionnelle, les poids lourds de l'Union sacrée se taisent.
Ce silence est un fait éditorial et il est daté. Le 15 août, la coalition Article 64 a fixé son échéance. Le 30 juillet, la Haute Cour militaire reprend ses plaidoiries. En septembre, 7 matières reviennent au Sénat. Encore merci, Solange. Il y a, dans ce pays, une question plus lourde encore que celle de savoir qui a raison. C'est celle de savoir ce qui compte comme preuve. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou, s'est expliqué hier sur le rapport consacré aux événements du 12 juin, face à Martin Fayulu. Le rapport ne confirme aucun décès ni aucune disparition forcée. Sur un cas présenté comme mort, la commission dit avoir retrouvé la personne vivante. Sur un second nom avancé publiquement, elle dit avoir dépêché des enquêteurs à l'adresse communiquée, ni avoir trouvé ni l'intéressé, ni aucune trace de deuil, et avoir interrogé des hôpitaux sans résultat. Paul Nsapou ajoute que le dossier n'est pas clos et qu'il sera rouvert si des éléments documentés et vérifiables sont produits. La commission indique par ailleurs avoir obtenu la libération d'une quarantaine de personnes arrêtées. Sur les détonations rapportées par plusieurs témoins, la commission dit avoir recueilli ces témoignages, mais n'avoir pu, faute d'éléments techniques, en attribuer l'origine et n'avoir enregistré aucun blessé par balle réelle. Sur le mouvement Force du Progrès, elle indique n'avoir pu procéder à aucune audition, faute de structure officiellement identifiée et de représentants désignés, l'UDPS ayant reconnu qu'il s'agit d'un mouvement proche de sa Ligue des jeunes. Elle demande aux instances judiciaires de poursuivre les enquêtes. Elle indique enfin que Jean-Marc Kabound a évoqué en audition les propos d'un pasteur qu'il qualifie d'incitation à la violence contre l'opposition, et le fait que celui-ci ait été reçu ensuite par le chef de l'EPA. Et elle demande que la justice se saisisse des discours de haine tenus. Ce sont ces termes, par les uns et par les autres. Martin Fayulu conteste la totalité de la démarche. Il affirme n'avoir jamais déclaré à la commission ce qu'elle lui prête sur l'origine de sa blessure. Il soutient que 3 personnes ont été emportées, qu'une seule a été retrouvée, et il demande ce que sont devenus les 2 autres. Il affirme qu'un grand nombre de blessés ont été reçus au siège de son parti. Il juge la commission ni objective, ni indépendante, et réclame une enquête internationale. Paul Nsapou répond que sa commission n'est pas un parti politique, qu'elle dispose d'un statut consultatif auprès des Nations Unies, qu'elle travaille sur la base des principes de Paris, et que ses conclusions rejoignent sur plusieurs points celles d'une organisation internationale de défense des droits humains. Il propose de verser les enregistrements des auditions au débat public. Ces 2 comptes sont devant vous, et aucun des 2 ne se vérifie depuis un studio. Ce qui se vérifie en revanche, c'est qu'une proposition concrète a été formulée hier soir et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Paul Nsapou a proposé la constitution d'une commission mixte réunissant sa commission, la coalition Article 64, la police nationale et la société civile, chargée exclusivement de vérifier les cas encore contestés. Une commission mixte, cela se décide. Cela ne se souhaite pas. Fermons cette édition à New York, et ce sera bref, parce que l'essentiel tient en peu de mots. Le vendredi 24 juillet, 6 candidats au poste de secrétaire général des Nations Unies se sont présentés devant l'Assemblée générale pour un débat de 90 minutes. Michelle Bachelet, Maria Fernanda Espinosa, Raphaël Grossi, Rebecca Greenspan, Caroline Rodriguez Birquet et Macky Sall. Le prochain secrétaire général entrera en fonction le 1er janvier prochain. 90 minutes. La République démocratique du Congo a été nommée une seule fois, par une seule candidate, l'ambassadrice du Guyana, Caroline Rodriguez Birquet, dans une énumération de crises où figurait aussi l'Iran, Haïti et le Soudan. Une fois, le pays qui compte le plus grand nombre de déplacés du continent, où une résolution du chapitre 7 n'est pas appliquée, où une épidémie tue pendant que les soignants réclament leur salaire, a occupé la valeur d'une virgule dans le débat pour la direction de l'Organisation mondiale. Mais il faut entendre ce que ces 6 candidats ont dit du reste, parce que cela nous concerne directement. Raphaël Grossi a déclaré que la mesure du succès du Conseil de sécurité n'est certainement pas le nombre de résolutions adoptées. Maria Fernanda Espinosa, interrogée sur le climat, a répondu que ce dont le monde souffre est une crise de mise en œuvre, que la connaissance existe, que les technologies existent, que les accords existent et que les émissions continuent pourtant d'augmenter.
Elle a également révélé que 72 États membres n'ont pas payé leurs contributions. Rebecca Greenspan a dit vouloir qu'on cesse de lui demander où se trouve l'ONU. Et Raphaël Grossi a ajouté que tout le monde est réformateur aujourd'hui et qu'on verra le 1er janvier. Vous avez entendu ce mot toute la soirée. Mise en œuvre et application. Ces 6 personnes, qui briguent la plus haute fonction internationale, posent pour la planète entière le diagnostic que nous posons depuis le début de cette édition pour notre pays. Cela devait nous retirer une illusion et nous rendre une responsabilité. L'illusion, c'est que le Congo souffrirait d'une malédiction qui lui serait propre. Il souffre de la forme la plus aiguë d'une maladie générale, celle d'un monde qui sait, qui vote, qui signe et qui n'applique pas. La responsabilité, c'est qu'il n'y a personne à attendre, ni un secrétaire général, ni une résolution, ni un mémorandum, ni une bénédiction obtenue à Washington, à Bruxelles ou à Luanda. Une nation ne se construit pas en allant chercher au dehors la note d'un examen qu'elle n'a pas passé. Baba Zaina, vous nous avez demandé où va cette nation. Nous avons dressé la table. Vous y avez trouvé un texte contraignant que l'on redemande. Un vote acquis à 443 voix qui n'a rien produit. Une adresse connue depuis 14 ans. Un mercenaire payé 100 fois plus qu'un soldat. 18 matières sur 25. Une ordonnance qui attend et une commission mixte que personne ne convoque. Regardez bien cette table, parce qu'elle dit une chose que nous n'avions pas vue nous-mêmes en la dressant. Sur les 6 blocs de cette édition, il ne manque pas un seul texte. La résolution existe. Le vote du Parlement européen existe. Les 40% aux provinces sont écrits noir sur blanc depuis 20 ans. Les rapports de la commission électorale sont inscrits au calendrier. L'ordonnance est annoncée. La commission mixte est proposée. Tout est écrit. Ce qui manque à chaque fois, c'est quelqu'un qui convoque. Un texte ne s'applique pas tout seul. Il attend à une signature, une séance, une mise à l'ordre du jour, un nom au bas d'une page. Ce pays ne manque pas de lois. Il manque de gens qui les appliquent et convoquent. Alors votre question change, et c'est la seule chose que nous puissions vous offrir ce soir. La question n'est pas de savoir ce qui arrivera à cette nation. Elle est de savoir qui convoquera et ce que ce peuple exigera le jour où personne ne le fera. Je vous retrouverai le week-end prochain. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Les faits d'abord et toujours.